Merci d'être avec nous sur RFM Midi, c'est l'heure du grand journal. Anna Rocha. À la une de l'actualité de ce mardi 7 mai, le dialogue national politique, une partie de l'opposition pas contre. Idrissa Diallo de Taxawu Dakar va répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur jeudi prochain. Le professeur Amsatou Sow Sidibé veut des garanties d'un dialogue sincère. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enfants orphelins du sida. Ils représentent 20% des personnes vivant avec le VIH. L'ANCS déplore un déficit de financement. Les producteurs de tomates de Dagana, pas du tout contents. Ils exigent le respect des contrats signés avec les industriels et la réouverture de l'usine Socas. Concurrence déloyale des véhicules particuliers aux voitures de transport en commun. Transporteurs et experts parlent d'exercice illégal et demandent à l'État de sévir. Les clients, eux, sont partagés sur la question. Focus sur ce problème qui porte préjudice au secteur du transport. À suivre l'actualité internationale avec Georges Détié-Diop. En Guinée, la tenue des élections législatives, ce sera en novembre, une annonce de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Au Libéria, le président George Weah suspend son vice-ministre de l'Information. Suspension pour haine tribale. En République démocratique du Congo, la date du retour d'exil de Moïse Katumbi est connue, l'ancien gouverneur du Katanga. L'annonce pour le 20 mai en RDC, où les deux présumés assassins des experts de l'ONU en 2017 se sont évadés de prison dans la nuit de lundi à mardi. Rendez-vous dans 15 minutes, Georges, pour le développement, juste après la page des sports de Malal Diagne Junior. Demi-finale, retour de la Ligue des Champions en Europe. Liverpool rêve de l'éditer. L'exploit de 2005 sans Mo Salah et Firmino blessés. Les Reds vont recevoir une équipe de FC Barcelone au grand complet avec un Messi en pleine forme. Basketball, début des playoffs chez les hommes ce mercredi. L'AS Douane et l'ISO favoris parmi les équipes en lice. 7 mai 2012, 7 mai 2019, 7 ans déjà que Essa Maïnou, quitté RFM, se souvient de Jules-François Bocandé dans ce 12 heures. Pape Sambakan sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire en fin d'édition. La rédaction vous propose à partir d'aujourd'hui une rubrique 100% Ramadan, Tarikhou Ramadan avec Nafissatou Silla. RFM Midi. RFM Midi. Bonjour à tous. Les suites de la mort du jeune Falouka dans les locaux du commissariat de police de Mbacké. Le corps a été transféré à Dakar pour les besoins de l'autopsie. Pendant ce temps, le procureur de Diourbel poursuit son enquête. La famille de la victime accuse la police d'avoir torturé Falouka, ce que les policiers démentent catégoriquement. Le bilan du chavirement d'une pirogue dimanche à Eloubalir à Ziguinchor a encore augmenté. Dernier bilan, 8 morts. Certains sont toujours aux urgences. Midi 3 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. La journée mondiale des enfants orphelins du sida est célébrée aujourd'hui. Les enfants représentent 20% des personnes vivant avec le VIH selon l'ANCS, l'Alliance nationale des communautés pour la santé, déplore la réduction des financements destinés à la lutte contre le sida. Malgré tout, elle a enrôlé plus de 1000 enfants orphelins du sida dans la CMU, la couverture maladie universelle. Le directeur technique de l'ANCS, Massougui Tchandoum, joint par Ndiogou Diène. C'est une journée qui permet d'interpeller les gouvernements, surtout les acteurs, sur la prise en charge des enfants orphelins du VIH-Sida. Pour ce qui concerne le Sénégal, qui représente à peu près 20% des personnes vivant avec le VIH du Sénégal. La prise en charge des enfants orphelins VIH du Sida est une des stratégies inscrites dans le plan stratégique national du Sénégal. Et le gouvernement du Sénégal s'est engagé véritablement à offrir une prise en charge et des soins de qualité à ces enfants et orphelins vulnérables. Cependant, il faut noter que la réduction des financements a impacté négativement sur l'ensemble des stratégies et l'offre de services destinés à ces enfants-là. Aujourd'hui, nous avons des défis en ce qui concerne l'accès des enfants aux ARV pédiatriques. Et nous nous battons en tant qu'acteurs de la société civile, mais aussi en partenariat avec les autres acteurs du secteur public pour améliorer véritablement l'offre de services de ces enfants-là. L'ANCS a pu enrôler au niveau des mutuelles de santé
plus de 1000 enfants et orphelins vulnérables avec leurs familles pour pouvoir en tout cas faire en sorte que l'ensemble du paquet de prise en charge dont les enfants ont besoin puisse être couvert et que ce soit des soins de qualité. Les transporteurs routiers du Sénégal dénoncent la concurrence déloyale que leur font des véhicules particuliers. Ces derniers pourtant veulent bien rentrer dans la légalité, mais à leur tour, ils soupçonnent ces transporteurs de sabotage. Les clients, eux, sont partagés sur la question. Le reportage d'Abdourahmane Diallo à la gare routière de Mbour. Gare routière de Mbour, les chauffeurs et coxeurs attendent des clients. Amdigué, chauffeur de cette place, dénonce les gares clandestins et les véhicules particuliers qui font du transport en commun. Franchement, ces véhicules nous fatiguent. On n'arrive plus à gagner de l'argent. Et les gens parlent de la vétusté de nos véhicules. C'est pas vrai. Sakodo Nourou Diop vient d'arriver à la gare routière. Ce client estime qu'il ne va jamais prendre un clando ou véhicule particulier pour voyager. À la gare routière, quand tu perds tes bagages, tu les retrouves le plus rapidement possible. Par contre, les autres véhicules, tu ne peux pas arriver à destination à temps car ils sont souvent arrêtés. Direction Croisement Sali. Ici aussi, c'est la même ambiance que la gare routière. Il n'y a que des véhicules particuliers, mais ils effectuent le transport en commun. Les chauffeurs estiment qu'ils ont tout fait pour être dans la légalité, mais ils n'ont pas l'appui des autorités. Omar Ndiaye. Vous savez, ce sont ces transporteurs qui nous portent préjudice. Ils ont tout fait avec la complicité de l'État pour bloquer nos licences. Nous, on n'a que ça à faire. On n'a pas choisi d'être dans la clandestinité. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir des licences pour être dans la légalité. Ici aussi, les clients ne manquent pas. Colonel Momodou Cham, un client, il donne les raisons. De par leur commodité, de par leur rapidité et la sécurité surtout. Mais par rapport aux autres véhicules officiels, ces véhicules-là sont vétus. Tu prends un véhicule, tu perds un pneu ou bien tu vois le bout de la route dans le véhicule. C'est pas du tout sécurisant. Que ce soit les chauffeurs des gares routières ou les chauffeurs des gares clandestins, tous demandent la normalisation du transport en commun. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. L'expert en transport Ibrahim Ndongo dénonce un exercice illégal du transport. Il demande à l'État de sévir pour régler ce problème. Écoutons Ibrahim Ndongo au téléphone de Ndiogo Diène. Ce phénomène-là n'a que trop duré. Ce n'est pas du maraudage, mais c'est un exercice illégal d'une activité de transport. Et ça, c'est l'État qui a le pouvoir régalien de le stopper. Ce n'est pas normal du tout. Parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui en font une activité lucrative et régulière et ceux qui font du routage. Le routage, c'est quoi? C'est-à-dire, dans certains pays, c'est autorisé. Vous devez aller à Saint-Louis. Alors, vous sortez de la ville, vous voyez des gens qui passent sur Saint-Louis, mais vous les prenez et vous partagez le carburant et ainsi de suite, les frais de route. Et même, il peut y avoir que ce soit des gens qui se connaissent, soit des enseignants, des professeurs ou quelque chose comme ça, ils prennent une voiture, le carburant, et puis même quelquefois, ils se partagent même le temps de conduite. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas une activité lucrative. Et dans ces conditions, on dit que le tarif ne doit pas être égal au tarif normal des transports routiers. Mais c'est l'État qui a le pouvoir régalien de sanctionner, de mettre en prison, d'infliger des amendes. Comme on dit en Wolof, badol yar moromam. Donc ils ont constaté, et c'est vrai, tout le monde sait qu'aujourd'hui, si vous voulez aller à Saint-Louis, appelez Allotech et Saint-Louis ou appelez Allotamba ou Allotech, mais c'est des véhicules particuliers. Du côté du ministère des Transports terrestres, on précise que des autorisations sont délivrées aux véhicules destinés au transport et ceux qui ne respectent pas la loi s'exposent à des sanctions parce que les forces de sécurité sont chargées de faire respecter la réglementation. Le ministère des Transports terrestres ajoute que des campagnes de sensibilisation sont menées à l'endroit des usagers de la route. Rien ne va plus dans la filière tomate à Dagana. Les producteurs tirent la sonnette d'alarme. Ils exigent le respect des contrats signés avec les industriels, mais aussi des éclairages sur la dette d'1,5 milliard de francs CFA épongée par l'État. Autre doléance, la réouverture de l'usine Socas. Momodou Diagne a assisté à leur point de presse. Les producteurs de tomates du Waalo battent le macadam. Ils dénoncent le non-respect des contrats signés avec les industriels, mais exigent aussi le respect. Ibrahim Diop, président section villageoise 1C. Les industriels n'ont pas respecté leurs engagements. Tous ces manquements constituent un goulot d'étranglement des producteurs qui seuls subiront les conséquences. Et pourtant, sous le magistère de l'ancien président Feu Ibrahim
Ibrahima Fedior, la filière tomate avait une seule industrie, faisait 80 000 tonnes. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'avec 3 industriels, nous en sommes à moins de 50 000 tonnes. Les producteurs de tomates veulent aussi des informations sur la dette d'1,5 milliard épongée par l'État, de même que la non-performance des machines Valtra. Aussi, nous interpellons le président de la République par rapport à la filière de nous éclairer sur les 1,5 milliard alloués pour l'épongement des dettes. Nous déplorons aussi la situation, la non-performance des machines Valtra qui n'ont été aucun apport aux unions ou aux producteurs. Sinon, les plonger dans un cycle infernal de dette. Coût des 2 machines pour l'union de Dagana, 120 millions. Face à tous ces problèmes, les producteurs de tomates exigent la réouverture de l'usine Socas. Ils menacent même de passer à une autre étape plus décisive pour obtenir gain de cause. RFM Richard Toll, Mamoudou Diagne. Sur ces doléances des producteurs de tomates, le président de la filière tomate industrielle, Abdoulaye Dian, a apporté quelques précisions. On l'écoute au micro de Mamoudou Diagne. C'est plus de 1,5 milliard que le président Macky Sall avait épongé pour la filière tomate industrielle. Malheureusement, depuis lors, aucune action n'a été faite dans ce sens par l'État du Sénégal au niveau de la Caisse nationale de crédit agricole. Les producteurs de Dagana sont conscients que cet argent n'est pas rentré dans les caisses de la Caisse nationale de crédit agricole parce que le directeur de la banque a eu à plusieurs reprises à répondre à cette question à ses producteurs. Vous savez, en début de campagne, chaque industriel signe des contrats avec les organisations de producteurs. Et dans ce contrat, il est bien notifié que l'engagement des industriels est d'enlever toute la production, mais également que l'engagement des producteurs est de livrer toute leur production aux industriels. Maintenant, il y a énormément de choses qui ont été libellées dans le contrat. S'ils jugent que leur production a été détruite et que c'est les industriels qui ont fait la faute, je crois que dans le contrat, il y a certains points qui peuvent régler ce problème. C'est sous la supervision de la SAE qui nous avait donné un technicien, qui nous avait conseillé de prendre la marque Valtra. Et c'est les producteurs eux-mêmes qui avaient fait le dépouillement. Parce que quand on s'est réunis, les techniciens de la SAE nous avaient assuré que parmi ces machines qu'on avait présentées, la meilleure machine était la marque Valtra. 195 kg de chanvre indien ont été saisis par les agents du poste de douane de Dialokouro, une localité située à 7 km de Tambacounda. La valeur marchande est estimée à 11 millions de francs CFA. Le convoyeur et le chauffeur du véhicule qui transportait cette marchandise ont été arrêtés ce matin, midi 13. RFM 94.0, la radio en puissance. Le dialogue national fixé au 28 mai prochain, mais déjà le ministre de l'Intérieur doit rencontrer ce jeudi l'opposition pour discuter des termes de référence. Une partie de l'opposition va répondre à cette convocation. Idriss Diallo de Tahaou Dakar n'y est pas opposé en tout cas, tout comme le professeur Amsatou Sow Sidibé, mais la présidente de Carlenen veut d'abord des garanties d'un dialogue sincère. Mohamed Ali Mouba. Pour Idrissa Diallo de Tahaou Dakar, un proche de Khalifa Sall, aller répondre au dialogue national est une nécessité impérieuse. Oui, moi je crois que ça c'est une position qui n'engage que moi parce qu'on n'a pas eu à délibérer de façon formelle par rapport à ça. Mais je crois qu'on ne peut pas s'opposer à un dialogue. Quand on est des acteurs et nous sommes tous liés par une chose, on parle tous du Sénégal, on parle tous des processus, on parle tous des problèmes qui sont là. Je crois que quand quelqu'un appelle au dialogue, la moindre des choses d'abord c'est de savoir d'abord de quoi on parle et d'aller vers ce dialogue. Maintenant, si on n'est pas d'accord sur le contenu, là on pourra parler. Mais a priori, moi, je suis contre toute attitude à dire dès le départ, il y a appel, je ne vais pas, mais je dis que bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois qu'on doit y aller. On doit y aller pour des raisons que tout le monde connaît. On ne peut pas parler chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des choses qu'on doit régler et qu'on dise dialogue, qu'on dise qu'on ne part pas parce qu'on n'est pas d'accord ou je ne sais pas quoi. Il y a des choses, il faut les dépasser. S'il y a un dialogue, il faut aller poser des problèmes, avoir des initiatives, amener les problèmes aussi. D'autres viendront avec certains problèmes, qu'on discute de tout ça. Je crois que c'est au cours du dialogue que les gens pourront bouder ou qui diront que ça les arrange plus parce que ce n'est pas le format qu'ils attendaient et ainsi de suite. Mais a priori comme ça, on veut dialoguer. Je crois qu'il n'y a pas, rien ne s'oppose à ça. Aller discuter, comme le propose le chef de l'État, du statut du chef de l'opposition, du parrainage, du report des élections locales ou encore du couplage de toutes les élections. Amsatou Sow Sidibé bénit elle aussi cet espoir unique
d'avoir la paix des cœurs et des esprits. À la dernière présidentielle, Amsatou Sidibé a soutenu la coalition IDI 2019. Celle de concertation, dialogue sur les questions essentielles, concertation sérieuse qui puisse permettre d'arriver à des résultats concrets qui peuvent faire avancer le pays. Seulement, pour que la mayonnaise prenne, il y a des préalables, une méthodologie à suivre, selon elle. Je me pose des questions. Est-ce le même système que ça a été fait jusqu'ici, c'est-à-dire une journée, une demi-journée de palabres sans résultat? Et je propose qu'on mette en place un comité d'observation de la concertation. Carrément un comité avec des voix autorisées, évidemment qui vont travailler sur des termes de référence proposés par le pouvoir, mais discutés par l'opposition et le reste de la nation sénégalaise. Le dialogue national fixé le 28 mai prochain à Réumi, on pense que la question n'est pas encore agitée, pas encore à l'ordre du jour, tout comme au PDS où on se refuse pour le moment à tout commentaire. Mohamed Ali Mouba, le procureur de la République, est-il instrumentalisé par les hommes politiques? Tout dépend en fait de sa personnalité. C'est l'avis d'Ibrahim Ndoye, le procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. On l'écoute au micro de Mohamed Ali Mouba. Il est vrai que si on ne manie pas avec responsabilité ces pouvoirs qui sont dévolus au procureur et qu'il a sous sa responsabilité, l'autorité politique pourrait en profiter et procéder à une instrumentalisation. Mais il se trouve que cette réglementation de la loi sénégalaise, qui obéit à une logique d'ensemble qui est presque généralisée dans toutes les démocraties modernes, veut que la politique pénale, la politique criminelle s'insère forcément dans la politique publique. Elle ne peut être définie que par le président de la République qui définit la politique de la nation complètement. Ça vous fait, en tant que procureur, d'entendre souvent au sein de l'opinion que le parquet est instrumentalisé politiquement? La justice ne saurait être l'objet d'une instrumentalisation. L'assujettissement est légal. C'est ce qu'il faut comprendre. Aucune autorité judiciaire n'obéit à des directives politiques juste parce que la loi prévoit qu'il faut aveuglément obéir à ces directives. L'opinion a son avis sur ce qui se fait parce que la justice est rendue au nom de ce peuple sénégalais. Il est clair. Mais si l'opinion estime que ce lien qui existe entre le procureur de la République et le ministre de la Justice dérange, il faudrait susciter une modification législative pour qu'on coupe ce cordon. Naturellement, le procureur a des pouvoirs. Faudrait-il les qualifier de détendus, d'accrus, de trop au Sénégal? La question reste ouverte. Mais en tant que praticien du droit, que je suis depuis quelques années, j'estime que le procureur a les pouvoirs adaptés au niveau de criminalité dans ce pays. Propos recueillis en marge de la rencontre des acteurs de la justice sur les longues détentions préventives. La directrice de la haute autorité du WACF déplore la mendicité des enfants talibés. Selon elle, le WACF peut être un moyen efficace de lutte contre ce phénomène. Oulimata Diop annonce des projets dans ce sens. Elle était l'invitée d'RFM Matin. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour éradiquer ce phénomène que nous déplorons tous au niveau de notre pays avec l'exploitation surtout des enfants. Et au niveau de la haute autorité du WAF, le WAF étant un instrument de lutte contre la pauvreté, un instrument pour améliorer le sort des populations donc défavorisées démunies. Et l'enfance vulnérable constitue vraiment un axe important dans notre stratégie. Et nous voulons prochainement lancer des projets de WAF pour pouvoir en tout cas aider, apporter la contribution du WAF pour la lutte contre la mendicité. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on en arrive à utiliser le WAF comme instrument de solidarité qui permettra de mutualiser les efforts des différents acteurs, les efforts des Sénégalais qui veulent aider et apporter leur soutien dans le domaine des talibés. Il faudrait donc qu'on s'organise à travers le WAF et qu'on puisse mener des actions qui vont donner plus d'impact que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le problème de fond aussi, il faut le dire, dans cette lutte, c'est le problème des ressources. Et la finalité du WAF, justement, c'est de trouver des sources de financement stables et pérennes pour, en tout cas, lutter contre ce type de phénomène et pour aussi prendre en charge d'autres besoins sociaux, en tout cas, qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits. RFM. L'actualité internationale.
À midi, passé de 20 minutes avec Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. La Guinée pour démarrer les élections législatives. Elles vont être organisées avant la fin de l'année. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, annonce leur tenue en novembre prochain. Le scrutin donc va se tenir avec un an de retard. Le mandat des députés a expiré depuis le 19 janvier dernier. Selon RFI, la CENI assure vouloir appliquer les recommandations d'un récent audit du fichier électoral qui fait état de plusieurs failles. La CENI affirme avoir identifié un logiciel pour mener la refonte du dit fichier. Mais l'appel d'offres n'a pas encore été lancé. Dans l'opposition, on souhaiterait être associé au processus électoral. Au Libéria, George Weah suspend son vice-ministre de l'Information. Eugène Fangon est suspendu avec effet immédiat pour avoir attisé la haine tribale en qualifiant les descendants des esclaves libérés des Congo libériens. Selon BBC qui cite l'AFP, Eugène Fangon a déclaré sur les médias sociaux qu'une manifestation anti-gouvernementale prévue le 7 juin avait été orchestrée par les Congo libériens, une référence aux descendants des esclaves libérés qui sont revenus des États-Unis pour fonder la première république indépendante d'Afrique. Et on va en République démocratique du Congo où l'évasion de prisonniers fait polémique. L'évasion de 2 assassins présumés des experts de l'ONU en 2017. Et ils se sont fait la belle cette nuit, a dit Maguette Ndiaye. Ce mardi, à l'aube, des tirs ont été entendus dans le quartier où est située la prison de Kananga. Mais ce sont les militaires qui gardent la prison qui ont tiré des coups de sommation en l'air lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une évasion. Les autorités militaires et policières sont sur les lieux et disent attendre des renforts pour pénétrer à l'intérieur. Ouvert depuis le 5 juin 2017, le procès de leur assassin présumé est toujours au stade de l'instruction. L'un des présumés du nom d'Ilunga Luma avait reconnu devant le tribunal avoir participé au meurtre des experts onusiens et avoir mutilé l'une des victimes. Cependant, la région du Kasaï a connu plusieurs mois de violence après la mort du chef coutumier Kamuna Nasupi, tué par les forces de sécurité le 12 août 2016. En République démocratique du Congo, toujours l'opposant Moïse Katumbi annonce son retour le 20 mai. L'ancien gouverneur du Katanga l'a dit dans un entretien accordé à RFI et France 24. Moïse Katumbi avait quitté la RDC le 20 mai 2016 pour se faire soigner à l'étranger, accusé d'usurpation d'identité par le pouvoir de Kabila. Il lui a été interdit d'obtenir un passeport valide pour revenir dans son pays. S'en est suivi une condamnation par contumace à 36 mois de prison dans une affaire de spoliation foncière et après la prise de fonction du président Félix Tshisekedi que son passeport congolais lui a été délivré et sa condamnation annulée. Au Maroc, où le départ de Bombardier était annoncé, le constructeur aéronautique canadien décide finalement de rester dans le royaume chérifien. C'est ce qu'affirme en tous les cas le ministre marocain de l'Industrie. De Casablanca, la correspondance de Khadim Baye. C'était un simple communiqué de presse il y a encore 2 jours, mais le départ annoncé du Maroc du constructeur canadien a fini par prendre des proportions inquiétantes. Et c'est Moulay Fidel Alami qui va sortir de sa caserne pour tenter d'éteindre l'incendie. Bombardier ne quitte pas le Maroc, a déclaré à Casablanca le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. Ce que les journalistes ont révélé dans la presse ces derniers jours est faux, a-t-il ajouté, avant de reconnaître dans la foulée que le constructeur aéronautique va tout de même céder ses activités à des sous-traitants qui vont toutefois faire des pièces de Bombardier dans l'usine de Bombardier au Maroc. Plus loin, il dira que des appels d'offres ont été lancés, mais pour l'heure, les noms des potentiels acquéreurs ne sont pas encore révélés, donnant ainsi rendez-vous à la presse dans 3 semaines. Secteur en pleine ascension au Maroc, l'industrie aéronautique se voit promettre de belles perspectives. En 20 ans, le royaume est passé de 3 entreprises à 140 sociétés actuellement dans ce domaine. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média.
En Angleterre, George, le Royal Baby est né. Oui, le fils du prince Harry et Meghan Markle est arrivé au monde hier. Il est le 7e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre et le premier enfant métis à y prétendre. Sa maman, la duchesse américaine Meghan Markle, est née d'une mère noire et d'un père blanc. Thank you very much, Georges Détié Diop. Midi 25 minutes. RFM Sport. La page des sports avec Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. À la une, la Champions League européenne, Liverpool joue son avenir ce soir, oui. Ce soir, sur la scène européenne, les équipes du FC Barcelone et de Liverpool vont s'affronter à Anfield. Ce sera en Angleterre. Liverpool battu 3-0 la semaine dernière au Camp Nou en Espagne va devoir réaliser l'exploit pour se qualifier en finale une deuxième fois consécutive. Mais les Reds devront faire sans les attaquants Firmino et Mo Salah blessés et absents pour cette rencontre. Alors que l'équipe de FC Barcelone est au grand complet avec un Messi qui respire la forme. Mais les Anglais, ils y croient. Ils pensent que l'exploit est encore possible. Al Sansek. Nous devons non seulement marquer, mais nous devons également empêcher Barça de scorer. Ces propos de l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, sont la preuve que la tâche de Liverpool sera compliquée ce soir face à Barcelone. Seulement les supporters de Liverpool y croient toujours, et pour cause. Le souvenir de Istanbul reste toujours vivace dans les esprits. Mené par le Milan AC 3-0 en première mi-temps de finale de Ligue des Champions, Steven Gerrard et ses coéquipiers avaient fini par remporter la coupe au tir au but. Après ce fameux remontada marquant 3 buts en 45 minutes. Sadio Mané et Co. vont-ils rééditer cet exploit de 2007? Pourront-ils empêcher Lionel Messi, Suarez et Coutinho? Bref, cette artillerie lourde de Barcelone de scorer, ce qui rendrait la tâche presque impossible. Réponse ce soir. Réponse ce soir et RFM sera le témoin de tout cela. Vous aussi avec nous à partir de 18h45 prise d'antenne pour cette retransmission de la rencontre Liverpool contre l'équipe du FC Barcelone. Nous parlons de foot féminin avec les Lions du Sénégal qui sont à Abidjan en Côte d'Ivoire et elles participent au tournoi de l'UFOAB. Les Lions du Sénégal jouent demain à 18h contre le Ghana, mais auparavant la Côte d'Ivoire, pays organisateur, joue contre le Togo. Le basket à présent avec le début aujourd'hui, demain plutôt mercredi, des playoffs. Des playoffs chez les hommes avec deux équipes qui affichent les ambitions pour cette deuxième partie de championnat. L'AS Douane et l'Union sportive de Ouakam rêvent d'aller jusqu'en finale sur le CAM. L'US Ouakam et l'AS Douane font partie des équipes qui tiennent les rênes du championnat masculin de basket. D'ailleurs, elles ont joué une première finale de la saison le week-end dernier. Un premier trophée de la saison pour l'US Ouakam. Les Ouakamois s'acheminent vers les playoffs avec comme objectif une qualification en demi-finale historique. Les Basses Faye, entraîneur de l'US Ouakam. Donc c'est 8 équipes pour 4 places. Donc ce sera très très serré. Les matchs seront très disputés. Nous aussi, nous les abordons de manière très sereine. Donc l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison, c'est au moins de se qualifier en demi-finale playoff. Par contre, l'AS Douane, qui a remporté les 3 dernières éditions du championnat, a certes été blessé avec cette première finale perdue. Mais si l'on se fie à son entraîneur, les douaniers vont entamer ces playoffs avec un mental fort. Mamadou Gueye Pabi. Ça aurait été beaucoup plus décontracté si on avait gagné cette finale. Mais ainsi va la vie. Aujourd'hui, maintenant, le mental va jouer. Parce que les autres, on les battait, mais ils revenaient toujours plus fort. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre tour, c'est à nous maintenant de revenir plus fort. Et même les matchs que nous avons gagnés, nous avons rencontré que des difficultés. Ça c'est clair. Cette année, ce sera très très difficile parce que nous avons perdu des jours que nous n'avons jamais su remplacer. Nous avons essayé de travailler avec ce que nous avons pour encore être à notre niveau. La première journée des playoffs masculins démarre ce mercredi. l'AS Ouakam affronte Louga Basket Club. L'AS Douane joue jeudi face à Saltigué. Aujourd'hui, 7 mai, Malal RFM se souvient de Jules-François Bocandé. Et Samaï, c'était son surnom, l'homme qui a porté le Casasport avant de faire donc exploser les défenses adverses en France pour revenir porter l'équipe nationale du Sénégal. Et pour s'en souvenir, nous avons joint ce matin au téléphone Abdoulaye Fafanasek, ancien journaliste à la RTS. Il a connu l'homme, il a connu le joueur. Témoignage. Singulier destin que celui des grands sportifs qui accèdent vivant à l'immortalité conférée par les dieux du stade, mais impuissants comme tous les mortels devant l'inéluctabilité de la mort. Jules François Bocandé est parti il y a 7 ans.
Jules François Bertrand Bocandé était un grand footballeur. C'était l'élégance, c'était la prestance, c'était la générosité dans l'effort. Un milieu de terrain reconverti en attaquant, un attaquant qui savait reconvertir n'importe quelle défense en passoire. Jules François Bocandé, l'homme était attachant, entier, charmant, véridique. Je revois encore quelques images de cette finale de 79 entre le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar. Jules François Bocandé aussi, c'est Sénégal-Zimbabwe de 85. C'est lui qui marque les 3 buts de l'équipe du Sénégal. Un hat-trick qu'il avait réussi, c'était en 85. Et en 86, dans cette lancée de la Coupe d'Afrique des Nations de Caire 86, il avait été meilleur buteur du championnat de France. Il avait marqué 26 buts. Pour me résumer tout simplement, Jules François Bocandé était un grand footballeur, un patriote, et il fait partie des footballeurs d'exception qui ont marqué vraiment l'évolution de notre football. À chaque fois que le Sénégal avait besoin de lui, il répondait présent et c'est pourquoi son souvenir ne nous quittera jamais. Jules François Bocandé est un joueur sur le berceau duquel toutes les fées du football se sont penchées. Merci au très éloquent et élégant Abdoulaye Fofana Seck de la RTS. Tel un poète. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. On vous retrouve à 13h pour le prochain journal des sports. RFM, la chronique du jour. La liberté de la presse en question, surtout ceux qui pensent que le nouveau code de la presse est liberticide. Pape Sambakane, selon vous, la liberté, ça ne se négocie pas. J'ai entendu dire par certains, parmi ceux qui l'ont intensément voulu et âprement négocié, que le nouveau code de la presse du Sénégal ne garantissait pas tant que ça la liberté de la presse. Ce serait plutôt le contraire si on faisait la synthèse de plusieurs interventions notées chez nous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse ce 3 mai dans les médias. À mon humble avis, c'est le contraire qui aurait dû surprendre. Cette revendication d'une nouvelle réglementation et de nouvelles lois destinées à encadrer la profession de journaliste s'imposait quand elle a vu le jour. Depuis au moins 2 décennies, alors, il y avait à peu près 10 ans, la presse connaissait des mutations importantes. Des bouleversements inattendus, introduits notamment, mais pas seulement par Internet, sont venus s'y ajouter. Seulement, avec le recul, on peut se demander si cette revendication n'a pas souffert du fait que les moyens de la satisfaire, les interlocuteurs, en l'occurrence un seul, l'État, et les points à négocier n'avaient pas été bien choisis et dûment hiérarchisés. Certes, aujourd'hui, personne ne nie les avancées introduites par le Code de la presse, notamment dans la sécurisation économique des entreprises de presse, chose essentielle, et l'assainissement de la profession par le filtrage qualitatif de son accessibilité, chose encore plus essentielle aujourd'hui. Ces 2 acquis, mais ils ne seront acquis vraiment que si les décrets d'application attendus, tenaient la promesse des fleurs, ont été obtenus de l'autorité contre apparemment un serrage des boulons sur la liberté de la presse, et sans qu'on ait eu l'air chez les négociateurs de s'en rendre compte. Or, celle-ci, la liberté de presse n'est pas essentielle, elle est vitale pour les médias. Elle n'a jamais été donnée de gaieté de cœur par aucun État au monde. Elle a toujours été arrachée de haute lutte, élargie si besoin était, puis préservée au jour le jour par les propres soins des journalistes, soutenus ou pas par d'autres forces sociales. Les États les plus libéraux en matière de liberté de presse ne font jamais que se réfugier derrière des pétitions de principes auxquelles ils ne croient guère, jusqu'à ce que leur tranquillité soit menacée par cette liberté. Alors là, de la bouche des États, disons-le comme ça, des synonymes bizarres sont trouvés au mot liberté. C'est licence, anarchie et autres vices joyeux qui lui sont apparentés. Sans caricaturer, cette fois, il n'est pas rare d'entendre dire à des gouvernants ou quelconque homme de pouvoir, dans leurs meilleurs jours, que la presse est un mal nécessaire. Pour faire simple, en conclusion, parce que je parle de ce que tout le monde sait, la liberté de presse, comme toutes les autres, est-il besoin de le préciser, cela se prend. En l'arrachant si c'est nécessaire, quand les entraves sont trop serrées, ce qui, à mon humble avis, n'est pas le cas au Sénégal depuis au moins 30 ans, ou en gagnant chaque jour, mètre par mètre, du terrain vers plus de liberté dans la collecte et le traitement de l'information. C'était la pratique chez nous, jusqu'à ce qu'on aille négocier la dépénalisation
ou déprisonnalisation dans un pays où, au même moment et depuis longtemps, aucun journaliste n'était en prison. Si ça n'était pas à donner des verges pour se faire battre, il faudra m'expliquer. L'État a donc souscrit à des garanties sur le plan économique tout en introduisant des sanctions pécuniaires frappant cette même économie, si on poussait trop loin le bouchon de la liberté. RFM, la presse du jour. La revue de presse de Georges Déthié-Diop. Suppression prochaine des condamnations contre Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Source A est quelque peu catégorique. Le journal dit avoir appris que Macky Sall va amnistier Karim Wade et Khalifa Sall. Une amnistie pour les besoins du dialogue national de 2019 et au nom de la concorde nationale. Et pour ce faire, Source A fait savoir que le ministre de l'Intérieur va ouvrir le bal avec ses invités pour ergoter avec eux sur les termes de référence. Mon confrère révèle aussi qu'avant l'arrivée de Karim Wade, une haute autorité qatari est attendue à Dakar courant mai. Et le 28 du même mois, c'est le jour du dialogue national. Et le journal de s'interroger si Macky Sall va profiter de ce jour pour libérer Karim Wade et Khalifa. Ou le fera-t-il la veille? À lire aussi dans Source A les détails du protocole de Conakry et les détails du verdict du procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Ils sont livrés par toute la presse quasiment et chaque journal y va de son commentaire. Et tous, y compris l'Observateur, rapportent que Cheikh Béthio Thioune écope de 10 ans de travaux forcés. C'est ce que l'on peut lire aux premières pages de Sud Quotidien, hélas. Et Vox Populi, pour qui la justice s'abat sur Béthio, informe que le cheikh est condamné à 10 ans de travaux forcés et c'est bien placé sous séquestre. Quant à ses co-accusés, ils écopent de peine allant de 6 mois à 15 ans de travaux forcés. 2 accusés ont été plus chanceux, ils ont été acquittés. Les familles de Barasso et Ababacar Diagne, elles, sont dédommagées à hauteur de 200 millions de francs CFA. Du coup, le journal Le Quotidien fait état de fortunes diverses pour les co-accusés du guide d'Étienne Takoun. Mon confrère qui indique que le juge a ordonné la saisie des biens de Cheikh Béthio Thioune qui, si l'on s'en tient au quotidien Le Soleil, a écopé d'une lourde peine. Et quand l'Observateur parle de Béthio, il fait état d'un Cheikh sous contrôle. L'Obs qui s'arrête par ailleurs sur la voie qui s'offre à lui pour ne pas purger sa peine. Les réactions des avocats de la partie civile et de la défense, mais aussi l'éclairage de Maître Hassan Diomandiaye, c'est à lire aux pages 6 et 7 du journal du groupe Futur Média. Mon confrère se fait aussi l'écho des propos de l'un des fils de Cheikh Béthio Thioune. Serigne Saliou Thioune confie qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision prise par le juge. Et dans la même veine, Vox Populi indique que le fils du Cheikh fait dans la menace et tient le gouvernement responsable de son sort, le sort de Cheikh Béthio. En tous les cas, dans le quotidien sucré salé se pose la question de savoir si le pouvoir laissera son nouvel allié moisir dans les sombres géoles de la République. Et rien que pour voir cela, souligne sucré salé, il faut tout faire pour vivre longtemps. Et cette affaire de gré à gré à la une de Enquête. Il s'agit du juteux contrat de 6 milliards de francs CFA par an de la sûreté de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, qui est très convoité. Enquête révèle que le marché est de nouveau octroyé à Teranga Sûreté aéroportuaire. Conséquence, la concurrence rue dans les brancards. Seulement, mon confrère fait savoir que les autorités évoquent le secret défense. Un autre gré à gré dont Libération fait cas, un marché sur l'électrification rurale en faveur d'une société allemande. Au banc des accusés, Laser qui a attribué, et sans le moindre appel d'offres, un gré à gré de 78,7 milliards de francs CFA à l'entreprise allemande Goff GmbH & Co Engineering KG. À la une du journal Les Échos, une affaire d'extorsion de fonds, de chantage et viol répété. 5 homos dont un marabout qui transforme un adolescent en objet sexuel à Guédiawaye. Ils sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Mais pour terminer, Record se rappelle Jules François Bocandé, décédé le 7 mai 2012, 7 ans déjà. À vos kiosques et bonne lecture. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Midi passé de 39 minutes, c'est la fin de cette édition. Le rappel de l'essentiel de l'actualité. Le dialogue national politique, une partie de l'opposition pas contre. Idriss Diallo de Tahaou Dakar va répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur jeudi prochain. Le professeur Amsatou Sow Sidibé veut des garanties d'un dialogue sincère.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enfants orphelins du sida. Ils représentent 20% des personnes vivant avec le VIH. L'ANCS déplore un déficit de financement. Les producteurs de tomates de Dagana, pas du tout contents. Ils exigent le respect des contrats signés avec les industriels ainsi que la réouverture de l'usine Socas. Et puis cette concurrence déloyale des véhicules particuliers aux voitures de transport en commun, transporteurs et experts parlent d'exercice illégal et demandent à l'État de sévir. Merci à Abdoulaye Diop à la mise en onde, de réalisation. El Haj Ndiogoudjen, retour de l'info dans 20 minutes. Le journal en Wolof de Haj Hassan Gueye tout de suite.